Personne n'aurait dû trouver cela dans un désert aride, sans ruines, sans archives, sans histoire. Un homme a ramassé un objet qui ne devrait exister que sous forme de sculpture sur pierre. Ces sacs à main n'étaient apparus que sous forme de mystérieuses gravures ou reliefs. Ils ont été découverts en Mésopotamie. Petits, solides et indubitablement façonnés par l'homme, ils semblaient au premier abord insignifiants, puis les scientifiques les ont examinés. La forme correspondait à un étrange objet sculpté dans d'anciens bas-reliefs sumériens, toujours tenus par les dieux et jamais retrouvés dans la réalité jusqu'à présent. En l'examinant de plus près, les chercheurs comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un symbole, et ce qui suivit les stupéfia. Ils portaient ce que l'on appelle des sacs à main, mais en réalité, ce n'en était pas. En l'occurrence, il s'agissait de sceaux, une découverte inattendue. L'homme n'explorait pas de ruines, ne suivait pas de cartes, il traversait une étendue désertique que les experts avaient rayée de leur liste depuis des décennies. Aucune ville n'y était répertoriée, aucune route commerciale ne la traversait, la région ne comptait ni rivières antiques, ni villages, ni aucune raison pour que l'histoire s'y soit arrêtée. Les archéologues ignoraient ce genre de région, car on ne s'attendait pas à y trouver quoi que ce soit. La Terre était vide, au sens le plus définitif du terme, comme si le passé lui-même avait décidé de la fuir. Même les habitants l'évitaient, non par danger, mais simplement parce qu'il n'y avait rien. Pas d'histoire, pas de vestiges, juste du sable, des pierres et un silence pesant, loin d'être paisible. Pourtant, à mesure que l'homme avançait, le sable sous ses pieds laissait place à une couche plus dure et compacte. C'était le genre de forme qui ne se dessine qu'après de longues périodes d'immobilité. C'est alors qu'il la remarqua. Elle ne se détachait pas nettement, n'attirait pas l'attention et pourtant, son aspect étrange l'interrompit. C'était un bord rigide, trop droit et délibéré. La nature ne forme pas de lignes aussi nettes dans des endroits dépourvus de structures pour les soutenir. D'abord, Keynes pensa qu'il s'agissait d'un débris moderne, quelque chose tombé ou enfoui par hasard. Mais tandis qu'il écartait le sable, la forme refusait de se banaliser. Elle se dévoilait peu à peu, résistante au sol comme si elle y avait été placée intentionnellement. L'objet avait une base plate qui lui permettait de tenir debout, un sommet incurvé qui s'élevait régulièrement, et une arche étroite reliant les côtés. L'arche n'était pas décorative, elle était dimensionnée précisément pour une main humaine. Il n'était ni imposant ni symbolique, mais pratique, équilibré et conçu pour être porté. La civilisation autochtone de Maui intégrait également une forme de sac à main dans ses sculptures religieuses. Ses proportions étaient d'une exactitude presque troublante, car rien d'autre autour n'atteignait cette précision. La surface racontait sa propre histoire. De fines rainures couraient le long des côtés, non pas des rayures aléatoires, mais des marques d'usure répétées. Les bords étaient polis de façon irrégulière, comme si des doigts les avaient agrippés encore et encore aux mêmes endroits pendant une longue période. Ce n'était pas l'érosion due aux tempêtes de sable ou à l'eau. C'était le contact avec la main, l'usage. Quel que soit cet objet, il avait été ramassé, déplacé, utilisé. Et pourtant, il se trouvait seul à un endroit où personne n'aurait jamais dû se tenir. C'est alors que son ressenti changea. La découverte cessa d'être source de curiosité et commença à lui paraître étrange. La forme déclencha en lui une réaction immédiate et inquiétante. Il l'avait déjà vue, non pas comme un objet, mais comme une image, et non pas dans une vitrine de musée, mais sculptée dans la pierre il y a des milliers d'années. Cette reconnaissance s'accompagna d'un sentiment d'appréhension plutôt que d'excitation, car la chose dont il se souvenait n'aurait jamais dû exister sous une forme physique. Plus tard, en consultant des images et des articles scientifiques, la correspondance devint indéniable. L'objet figurait sur d'anciens bas-reliefs sumériens et des sceaux cylindres. Des sculptures sur pierre représentaient des dieux, des rois et des figures ailées tenant par leurs anses un étrange objet en forme de sac à main. L'objet que l'homme tenait à la main correspondait à ces sculptures avec une précision troublante, tant par son échelle que par sa forme et ses proportions. La base plate, le sommet incurvé, l'emplacement de la poignée, et même la légère asymétrie correspondait à sa représentation dans l'art antique. Il ne s'agissait pas d'une réplique inspirée, mais de l'objet lui-même, rendu en 3 dimensions, reposant dans un désert qui n'aurait jamais dû le contenir. À cet instant, tout bascula.
Quelque chose avait été déposé là depuis longtemps, caché là où personne n'aurait songé à chercher, attendant non pas d'être découvert, mais de sombrer dans l'oubli. Et les scientifiques devaient percer le mystère de cette chose. Les iconographes, toujours appelés symboles, l'ont toujours été. Pendant des millénaires, ce mystérieux sac à main est apparu dans des sculptures mésopotamiennes, des sceaux cylindres et des reliefs. Et ça ressemble à un sac à main. Comme le dit le vieil adage, ça doit être un sac à main, mais je suis là pour vous dire que ce n'en était pas un et je vais vous le prouver en 3 minutes, pas plus. Entrons dans le vif du sujet. Il n'a jamais été porté par des personnes ordinaires. Roi, Dieu et êtres zélés le tenaient fermement, leurs doigts s'en serrant délicatement sa poignée. La présence de cet objet était délibérée, calculée et associée à l'autorité, au jugement ou au contrôle. Sa forme demeurait immuable et chaque représentation en montrait les mêmes proportions, la même courbe, la même prise. Les érudits supposaient qu'il symbolisait le pouvoir, le savoir sacré ou l'autorité divine, quelque chose d'abstrait, d'intangible, confiné au seul domaine de l'imagination. Mais les images restèrent inchangées à travers les siècles. Chaque gravure, chaque sceau reproduisait fidèlement la forme. Cette précision était troublante et n'était pas une simple variation artistique. Il s'agissait de la référence à une réalité. Les figures ne l'imaginaient pas, mais la consignaient et la reproduisaient avec une exactitude géométrique. Le design de l'icône évoquait la maîtrise, la possibilité de manipuler, de soulever et de transporter quelque chose de tangible. Plus troublant encore était le fait que des formes similaires apparaissent dans des cultures séparées par des océans et des millénaires. L'Égypte, la vallée de l'Indus et la Mésoamérique, régions qui, selon les connaissances actuelles, n'ont jamais été en contact les unes avec les autres et ont produit des symboles d'une ressemblance frappante. Les chercheurs ont écarté ces occurrences, les attribuant à une simple coïncidence, présumant une invention indépendante ou une métaphore partagée. Il était plus facile d'ignorer les implications que de les affronter. L'hypothèse que le sac à main était purement symbolique a permis à des siècles d'études de rester confinés au domaine académique. Les débats portaient sur la signification, le contexte et le rituel, mais jamais sur la réalité physique. Personne n'en avait vu ni tenu un. De ce fait, l'objet est resté inaccessible, figé dans la pierre jusqu'au jour où il a émergé du désert. Soudain, le symbole n'était plus lointain, il était tridimensionnel, reposant dans un lieu où aucune cité sumérienne n'avait jamais été recensée. Chaque ligne, chaque courbe, chaque rainure correspondait aux gravures. Il ne s'agissait pas d'une variation ni d'une interprétation approximative. C'était le même objet. Il avait été façonné, manipulé, puis abandonné. Ce qui avait longtemps été considéré comme une métaphore était devenu d'une réalité terrifiante. Les implications étaient immédiates et inévitables. Si l'objet était réel, alors les gravures n'étaient pas une exagération symbolique, mais une documentation. Elles témoignaient d'une pratique, d'une fonction, d'un rituel ou d'une technologie que les humains avaient perdue ou qu'on les empêchait de se rappeler. Les érudits ne pouvaient plus se retrancher derrière l'abstraction. L'existence de cet objet soulevait des questions. Comment avait-il voyagé? Pourquoi avait-il été conservé ici? Que contenait-il autrefois? Et, plus effrayant encore, pourquoi avait-il été abandonné dans un endroit où personne ne pouvait le faire? Aurait-on dû le trouver? Une fois l'artefact entré dans un laboratoire, l'illusion du symbolisme s'est complètement dissipée. L'objet pouvait être mesuré, testé et pesé. Et les scientifiques allaient bientôt découvrir que cette découverte avait des conséquences bien plus sombres que quiconque ne l'avait imaginé, prouvant ainsi son ancienneté. De nombreuses cultures à travers le monde présentent des illustrations similaires d'objets ressemblant à des sacs à main, suscitant curiosité et spéculation. Lorsque l'objet est arrivé au laboratoire, le scepticisme était général. Une telle découverte dans un désert isolé pouvait facilement être attribuée à une manipulation moderne ou à un canular. Mais lorsque les scientifiques l'ont examiné au microscope à haute résolution, la réalité est devenue indéniable. La surface portait des traces d'érosion impossibles à reproduire artificiellement. De minuscules rayures, une usure irrégulière et des abrasions microscopiques sillonnaient chaque surface.
Ces marques étaient incohérentes, imprévisibles, typiques des détails subtils que seuls des siècles de manipulation et d'exposition aux intempéries peuvent engendrer. Aucun faussaire moderne ne pourrait reproduire une telle irrégularité. Chaque ligne témoignait de son ancienneté. L'analyse des matériaux a ajouté une couche supplémentaire d'invraisemblance. L'argile était mélangée à des fibres organiques selon une méthode caractéristique des premiers artisans sumériens. Or, ces matériaux n'étaient pas originaires du désert où l'objet avait été découvert. Aucun itinéraire connu, aucun réseau commercial, aucune civilisation ne pouvait expliquer la présence d'un tel artefact dans cette étendue aride et désertique. L'anomalie en elle-même était troublante. Il s'agissait d'un lien tangible avec une culture censée avoir existé à des milliers de kilomètres et des millénaires de là, présente là où elle n'avait aucune raison d'être. La datation au radiocarbone des fibres a confirmé le pire scénario pour l'histoire établie. L'objet n'était ni une réplique habile, ni un faux, ni même une relique mal attribuée. Il datait du début de l'ère sumérienne et cela seul a suffi à ébranler les chercheurs. La conséquence fut immédiate. Un objet fabriqué il y a des milliers d'années s'était retrouvé loin de son origine, survivant à des conditions que personne n'aurait pu prédire. Le désert l'avait parfaitement préservé, mais l'avait aussi dissimulé pendant des siècles, laissant les humains ignorer son existence jusqu'à présent. L'analyse des traces d'outils a dissipé tout doute persistant quant à son authenticité. Les gravures, les rainures et les creux portaient des signes indéniables de sculpture à la main avec des outils de pierre primitifs. Les lignes de pression témoignaient du travail minutieux d'un artisan expérimenté et déterminé. Chaque rainure, chaque éclat correspondait aux techniques sumériennes connues. Pourtant, le désert environnant ne fournissait aucune explication à sa présence. Cet objet était ancien, authentique et façonné avec soin. À ce stade, l'avis général au sein de l'équipe était pessimiste. Le sac à main était non seulement authentique, mais aussi totalement déplacé. Cela implique que ces sacs sont des objets importants et non des ustensiles du quotidien. Mais s'il ne s'agit pas d'un sac ordinaire, à quoi pouvait-il bien servir? Sa découverte bouleverse la chronologie des migrations humaines, de la diffusion culturelle et même du commerce. Comment un objet aussi typiquement sumérien a-t-il pu apparaître dans un lieu où aucune présence sumérienne n'avait jamais été documentée? Qu'est-ce qui avait été perdu ou caché à la vue de tous pendant des millénaires? L'artefact était passé du statut de symbole à celui de réalité, de théorie à preuve irréfutable. Pourtant, prouver son ancienneté n'était que le début. La question suivante, celle qui allait terrifier encore davantage les chercheurs, était inévitable. Que contenait-il? Pourquoi avait-il été conçu ainsi? Et pourquoi avait-il été laissé dans un endroit où personne n'aurait dû le trouver? Une fois que les chercheurs auraient pu regarder à l'intérieur, les secrets de l'objet commenceraient à se dévoiler et avec eux, une réalité bien plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé. Conçu pour contenir quelque chose, version sombre, lorsque les résultats des radiographies sont arrivés, le laboratoire est resté silencieux. À l'intérieur de ce sac à main d'apparence simple, les chercheurs ont découvert des cavités précisément sculptées. Il ne s'agissait ni d'interstices accidentels ni de creux ornementaux. Chaque compartiment était façonné avec soin, comme pour abriter quelque chose de précieux et de potentiellement dangereux. La symétrie et la conception ne laissaient place à aucun doute. L'objet avait été conçu pour contenir une substance spécifique dont le créateur savait qu'elle nécessitait un confinement rigoureux. Les mesures de densité ont confirmé ce que personne ne voulait admettre. Le sac avait autrefois pesé bien plus lourd que ce que l'argile seule pouvait expliquer. Son contenu était concentré, dense et destiné à un usage précis. Il ne s'agissait pas d'un récipient pour stocker des céréales, des graines ou des objets courants. Il était conçu pour une substance exigeant une gestion rigoureuse du poids, de la stabilité et une protection optimale. La précision avec laquelle les parois internes étaient renforcées témoignait d'une compréhension de la répartition des contraintes. Cela impliquait une connaissance de la physique et de la résistance des matériaux qui semblaient avoir des siècles d'avance sur ce que l'on attendait des artisans mésopotamiens de l'Antiquité. Parallèlement, aucune fissure, aucune fracture, aucun signe d'effondrement n'ont été constatés. La structure était intacte et construite pour durer. Ces compartiments étaient d'origine et non le fruit de l'érosion ou de modifications ultérieures. Quelqu'un avait veillé
à ce que son contenu reste en sécurité, intact et préservé au fil du temps. L'objet avait survécu à des millénaires, non par hasard, mais parce qu'il avait été conçu pour durer. Chaque détail, de la courbe de lance à l'alignement des parois, en passant par l'uniformité de l'espace intérieur, témoignait d'une intention délibérée. C'était un outil conçu dans un but précis, non un objet décoratif. Ce sac n'avait jamais été destiné à trôner sur une étagère. Il avait été porté, manipulé et utilisé pour une fonction exigeant de précision et secret. La constatation fut à la fois simple et terrifiante. Il ne s'agissait pas d'un accessoire cérémoniel, mais d'un objet fonctionnel, un contenant pour quelque chose nécessitant contrôle, connaissance et manipulation délicate. La tension monta dans la pièce tandis que les chercheurs débattaient des implications. S'il avait été conçu pour contenir quelque chose avec autant de précautions, de quoi s'agissait-il? Quelque chose de précieux, de dangereux, d'interdit. Chaque hypothèse était plausible et aucune n'était rassurante. La fonction originelle du sac avait été délibérément dissimulée, préservée sous des strates de temps, de sable et de pierre jusqu'à présent, et quel que soit son contenu, il avait été suffisamment important pour justifier des siècles de savoir-faire et d'ingénierie méticuleux. À cet instant, l'objet cessa d'être une simple curiosité. Ce n'était pas un artefact inoffensif, mais un outil fonctionnel conçu par une civilisation capable d'opérations contrôlées à haut risque. Sa découverte a immédiatement soulevé des questions sur des connaissances et des technologies intentionnellement tenues secrètes, oubliées ou effacées de l'histoire. Lorsque les chercheurs ont examiné la substance qu'il contenait, les secrets de l'objet ont franchi une limite, passant de l'inquiétant au dangereux, révélant une réalité insoupçonnée, preuve d'un contenu dangereux. L'effroyable vérité qui se cachait derrière. Lorsque les premières analyses chimiques révélèrent leurs résultats, le laboratoire fut plongé dans un silence stupéfait. À l'intérieur des sacs sumériens, les chercheurs découvrirent un composé organométallique du mercure qu'aucun laboratoire moderne ne pouvait reproduire à l'identique. Il ne s'agissait pas d'une simple trace de contaminant ni d'un résidu accidentel. Le mélange se comportait de manière imprévisible, sa viscosité changeant en quelques secondes sous l'effet de la lumière, de la chaleur ou de l'air. Il réagissait comme s'il était vivant, avec une précision qui laissait supposer une conception délibérée. Dès le premier instant, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une substance ordinaire. Elle avait été conçue dans un but précis et un but dangereux de surcroît. L'examen microscopique révéla un autre détail choquant. Il s'agissait de pollen d'une espèce végétale que l'on croyait disparue depuis longtemps, dotée de propriétés biochimiques uniques. Sa structure indiquait des adaptations capables de produire de puissants effets neuroactifs. Il ne s'agissait pas d'un additif anodin car il avait été soigneusement récolté, transformé et conservé. Dans l'Antiquité, quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour cultiver un agent psychoactif ou neurotoxique, le concentrant à des niveaux auxquels aucun être humain ordinaire n'aurait pu survivre. L'association de mercure et de composés végétaux rares suggérait une maîtrise des réactions chimiques bien supérieure à tout ce que les historiens avaient pu imaginer. Les toxicologues analysant les résidus ont relevé des signatures chimiques indiquant que le mélange pouvait affecter le système nerveux, provoquant hallucinations, paralysie ou changement de comportement soudain. Les parois des sacs portaient des traces répétées du composé, preuve qu'ils avaient été stockés, vidés et remplis à maintes reprises. Il ne s'agissait pas d'une offrande cérémonielle ni d'un stockage symbolique. Il s'agissait d'un outil opérationnel conçu pour un usage répété, manipulé uniquement par des personnes connaissant parfaitement ses dangers. Cette simple pensée glaçait le sang de l'équipe. Ces gens manipulaient des substances neurochimiques instables à une époque où la plupart des manuels scolaires affirmaient que de telles connaissances étaient inexistantes. Le sac à main lui-même révéla la raison. L'imagerie au rayon X avait déjà confirmé que ces compartiments internes étaient soigneusement conçus pour répartir le poids, éviter les fissures et résister aux contraintes. À présent, preuves chimiques en main, le raisonnement devenait d'une clarté terrifiante. L'objet était conçu pour contenir une substance intrinsèquement instable, une substance potentiellement mortelle ou dangereuse en cas de libération accidentelle.
Même dégradée après des siècles, la substance réagissait violemment à la chaleur ou à l'humidité. Tout manipulateur de l'Antiquité aurait eu besoin de compétences, de connaissances et d'une extrême prudence. Les chercheurs ont commencé à en déduire les implications. La manipulation répétée indiquait un usage systématique, presque comme un kit portatif d'administration contrôlée. Sa présence dans des sculptures anciennes, toujours entre les mains de dieux ou de souverains, prenait soudain tout son sens. Seuls les membres de l'élite ou les autorités sacerdotales auraient été investis d'un pouvoir aussi dangereux. L'artefact n'était pas symbolique, mais un véritable instrument de contrôle chimique. Il s'agissait d'un dispositif permettant de manipuler avec précision des composés volatiles. La présence combinée de mercure, de pollen disparu et d'agents neuroactifs a mené à une conclusion inébranlable. Cet outil servait à produire une substance capable de nuire, de contrôler, voire de tuer. Cette découverte a contraint l'équipe à se confronter à une vérité plus sombre que n'importe quelle théorie académique. Cet artefact représentait un savoir dangereux, perdu à jamais et délibérément réservé à une élite. La révélation de son contenu a soulevé une question glaçante pour les historiens. Pourquoi un outil aussi puissant et dangereux avait-il été si soigneusement dissimulé à la vue de tous? Et que nous apprend-il sur la sophistication perdue des civilisations anciennes? Un outil dissimulé derrière une œuvre d'art version obscurcie. La confirmation de son contenu a bouleversé toutes nos certitudes sur l'art, la religion et la hiérarchie antiques. L'objet était un outil au sens propre du terme, conçu pour contenir une substance volatile, toxique et potentiellement mortelle. Ce qui avait longtemps été étudié comme une iconographie était en réalité la représentation d'une technologie à usage restreint. Les gravures n'étaient pas des exagérations de puissance, mais des instructions, des avertissements et des marqueurs de statut pour ceux qui étaient dépositaires d'un savoir mortel. Sa présence entre les mains de dieux, de rois et de figures ailées prenait soudain tout son sens. L'autorité n'était pas qu'un symbole. Elle reposait sur la capacité à maîtriser ce que contenait cet objet. L'imagerie divine masquait le véritable contrôle opérationnel. L'absence d'autres exemplaires survivants devenait d'une logique glaçante. Ces objets n'étaient pas à jeter, car tout récipient ayant contenu un tel composé aurait été récupéré, déconstruit ou détruit pour éviter tout abus. La rareté même des exemplaires physiques n'était pas le fruit du hasard. Elle suggérait une suppression délibérée, un effort conscient pour effacer de l'histoire un savoir dangereux. Ce que le randonneur a mis au jour dans le désert n'était pas un artefact perdu, mais une brèche dans un confinement, la découverte d'un objet interdit laissé à découvert. Les textes anciens évoquant des mélanges sacrés où les personnes autorisées à toucher le récipient prirent une toute autre dimension. Pendant des générations, ces phrases avaient été interprétées métaphoriquement. Il pouvait s'agir d'instructions, d'avertissements ou de descriptions techniques codées en langage religieux. Chaque référence à une intervention divine, à une purification rituelle ou à un accès secret pouvait être une directive littérale visant à prévenir une catastrophe. Ce qui semblait allégorique n'était en réalité qu'un protocole. Même les gravures elles-mêmes acquéraient une précision menaçante. La posture rigide, la présentation solennelle du sac à main et la prise en main maîtrisée n'étaient pas des choix artistiques. L'iconographie fonctionnait comme une forme de formation codée, un ensemble de règles conçues pour survivre de génération en génération sans révéler la vérité mortelle aux non-initiés. Les implications étaient profondes et troublantes. Les anciens ne se contentaient pas de créer des symboles, mais géraient des outils puissants et soumis à des restrictions. Ils intégraient des connaissances chimiques et technologiques à leur art, contrôlant soigneusement l'accès, l'influence et la survie de ces connaissances. Ce qui avait été rejeté comme mythologie, symbolisme ou simple décoration était en réalité le témoignage d'une compétence et d'un savoir dangereux que les humains n'étaient pas censés redécouvrir à la légère. Cette révélation a contraint historiens et scientifiques à se confronter à une question terrifiante. Si cet outil existait, quelles autres technologies occultées ou substances contrôlées pouvaient être dissimulées, cachées à la vue de tous, attendant d'être mises au jour? Pourquoi cela change-t-il la donne dans l'histoire?
les implications terrifiantes d'un véritable sac à main sumérien. La découverte de ce sac à main sumérien nous oblige à un examen de conscience que les historiens, archéologues et scientifiques auraient difficilement pu imaginer. Pour la première fois, nous disposons d'une preuve matérielle que les civilisations anciennes possédaient des connaissances chimiques leur permettant de produire des substances instables, toxiques et neuroactives que les laboratoires modernes peinent à manipuler sans danger. L'idée que les sociétés anciennes se soient contentées d'outils rudimentaires, de matériaux cérémoniels ou de gestes symboliques est aujourd'hui remise en question. Ces peuples manipulaient des substances chimiques volatiles avec précision, maîtrise et dextérité. Les implications d'une telle expertise sont terrifiantes. La maîtrise de ces substances constituait une forme de pouvoir immense chez les prêtres ou les souverains sumériens d'élite, représentés tenant le sac à main dans des sculptures, n'étaient pas de simples figures symboliques, mais les gardiens de puissants outils biochimiques. Grâce à ces composés, ils pouvaient guérir, neutraliser, influencer les comportements, voire tuer. L'autorité ne s'exerçait pas uniquement par les armées ou les lois, mais aussi par la maîtrise de substances capables d'altérer le corps et l'esprit. Le symbole du sac à main se transforme ainsi d'icône en un véritable emblème de contrôle exclusif sur un savoir dangereux. Plus troublante encore est la récurrence mondiale de ce motif. Des symboles aux proportions identiques apparaissent dans des cultures séparées par des océans et des siècles. Ce phénomène suggère plus qu'une simple coïncidence. Il laisse entrevoir un réseau disparu d'échanges de connaissances et une chaîne de compréhension des composés volatiles et des outils à usage spécifique qui s'étendaient sur plusieurs continents. Il est possible que des chimistes de l'Antiquité aient communiqué, échangé des méthodes ou reproduit des substances entre les civilisations, ne laissant derrière eux que des gravures énigmatiques et des réminiscences artistiques. L'hypothèse selon laquelle des connaissances biochimiques dangereuses ont circulé à travers le monde remet en question toutes nos conceptions de l'isolement et de la sophistication des sociétés primitives. L'existence de cet objet souligne également la fragilité des archives historiques. L'archéologie dépend de ce qui subsiste. Les outils conçus pour manipuler des composés mortels étaient destinés à disparaître. Ils ont été récupérés, démantelés ou délibérément détruits. Notre compréhension des sciences anciennes est incomplète et il est possible que des pans entiers de la chimie expérimentale aient disparu intentionnellement pour éviter tout abus. Le passé n'a pas seulement été perdu avec le temps, mais effacé pour des raisons de sécurité, de secret et de contrôle. Cette découverte soulève des inquiétudes modernes alarmantes. Si un sac à main a survécu enfoui dans le désert pendant des milliers d'années, d'autres pourraient encore exister scellés dans la terre, contenant des toxines instables, susceptibles de réagir violemment au moindre contact. Des fouilles longtemps considérées comme sûres comportent désormais des risques insoupçonnés. Archéologues, historiens et même chasseurs de trésors occasionnels pourraient être exposés à des produits chimiques que les sociétés anciennes ont soigneusement pris soin d'éviter à leurs successeurs. En définitive, le sac samaritain n'est pas un symbole d'autorité. Il symbolise l'accès à un savoir secret, au contrôle et à des matériaux qui remettent en question la science moderne. Sa redécouverte ne se contente pas de réécrire l'histoire, mais rouvre un chapitre que l'humanité aurait peut-être mieux fait de laisser en suspens. Face à ces révélations, les chercheurs sont confrontés à une vérité troublante. Le monde n'est peut-être pas encore prêt à affronter ce que d'autres découvertes antiques pourraient révéler, et l'histoire recèle peut-être encore des dangers enfouis sous le sable.